Bonjour à toutes et à tous. Donc nouvelle vidéo correspondant donc à la séance du jour. Donc je vais tout d'abord procéder à une correction des activités que vous aviez à faire la semaine passée et une explication de la leçon qui correspond. Et puis je vous présenterai le travail de la semaine que vous aurez à faire. Donc à vous de vous organiser pour qu'il soit fait jusqu'à la semaine prochaine où je le corrigerai. Donc on fait ici en une seule séance, on va traiter le deuxième chapitre de cette première partie de ce thème 2. Ce deuxième chapitre traite de la sédimentation et des milieux de sédimentation. Donc je vous laisserai lire l'introduction, que vous recopierez bien sûr, la problématique. Et donc vous aviez à faire un premier TP et une première activité qui constituent le grand 1 et le grand 2, que j'expliquerai par la suite plus précisément. Alors, si je commence par le premier TP que vous aviez à faire, c'est un TP qui étudie ce que deviennent les particules issues de l'érosion qui ont été transportées dans les rivières et qui se sont déposées soit dans la rivière, soit sur le milieu marin, au niveau du plateau continental. Donc on va étudier ce que deviennent ces particules, en l'occurrence des roches sédimentaires. Donc comment ces roches sédimentaires se forment à partir des particules issues de l'érosion. Et puis voilà, donc c'était un travail à faire essentiellement à partir de documents du livre donc, et d'une vidéo, donc ça va être assez rapide à corriger. Donc vous aviez 4 échantillons sur un document du livre à étudier. Hop, donc c'était celui-là, ça c'est l'activité suivante, voilà. Donc 4 roches sédimentaires notées A, B, C ou D, et à partir de leur aspect, leur observation, et du document suivant, vous deviez me dire à quel type de roche sédimentaire nous avions affaire. Donc soit un conglomérat de type brèche, soit un conglomérat de type poudingue, soit un grès, soit des pélites. La façon dont on classifie ces roches, c'est à partir des particules qui les constituent et de leur taille. Donc si je reviens à mon document, donc la roche numéro A, voilà, lettre A, pardon, vous voyez que elle est constituée de galets et de gravier, d'accord? Tout ça, je le trouve dans ce document, hein, d'accord? Puisque galets et gravier, puisque ce sont des gros morceaux supérieurs à 2 mm, on voit que son aspect est hétérogène. Hop, je vais arrêter de bouger, ce sera plus simple. Voilà, avec des parties de couleurs différentes, des morceaux de taille différentes. Que les aspects des grains, les grains à l'intérieur sont arrondis. Alors il y a quelques angles, hein, tout n'est pas parfait, mais voilà, globalement c'est arrondi. Et donc, cette roche, c'est un poudingue. Ensuite, la deuxième, la roche B, donc même chose, on a des galets et des graviers à l'intérieur. L'aspect est hétérogène, mais cette fois-ci, les grains sont beaucoup plus anguleux. Vous voyez, ça forme des angles de partout, parfois 90 degrés, parfois plus, parfois moins. Et voilà, c'est bien moins arrondi que dans la première. Donc on a ce que l'on appelle un conglomérat, mais cette fois-ci c'est une brèche. Ensuite, la roche C a un aspect très particulier puisqu'elle est constituée de minéraux très fins, d'accord, stratifiés. On voit très bien une alternance de couches claires et de couches rouille. Blanc, rouille, blanc, rouille. Donc elle est stratifiée et régulière. La taille des grains, l'aspect des grains, donc c'est tout petit, donc on ne peut pas voir à l'œil nu, d'accord? Et ça correspond à ce que l'on appelle un grès, ici. Et enfin, dernier échantillon que vous avez, où là les minéraux sont encore plus petits, à l'intérieur ils sont très fins, c'est constitué de limon, de sable fin, hein. Voilà ce qui se dépose au fond des rivières, hein, qui forme un peu la vase parfois. Elle est stratifiée mais irrégulière, on voit qu'il y a une alternance de lit clair et de lit sombre, mais pas de même épaisseur. Okay, sûrement dû à la variation du débit de la rivière ou des courants marins dans la zone où elles se sont déposées. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle des pélites. En conclusion, la phrase que vous aviez à compléter ici était la suivante: roches formées de débris de roches, donc on les appelle des roches détritiques, liées entre eux, donc les débris, par un ciment. Donc ça, c'est la définition d'une roche sédimentaire. Et donc ce qui va les différencier les unes des autres, c'est la taille des grains à l'intérieur. Alors, des roches sédimentaires d'aspect différents, puisqu'elles se sont formées et déposées dans des zones différentes.
Donc les roches qui comportent les tailles de grains les plus gros, donc ce qu'on appelle les conglomérats, se déposent d'abord, et se forment tout de suite au début de la zone où la rivière arrive au niveau de la mer, d'accord? Puis un peu plus loin, ce sont les grès qui vont se former, puisque la taille des cristaux diminue, et ensuite, les cristaux deviennent très fins, ce sont les pélites. Voilà, donc les trois zones de plus en plus loin de l'arrivée de la rivière dans la mer. Alors maintenant, le processus de formation. Donc vous aviez une petite vidéo à regarder, ce schéma ici, qui vous explique, et un petit texte sur la cimentation. Donc ce que j'attendais de vous ici, c'était de m'expliquer comment se forme une roche sédimentaire. Donc d'une manière très simple, on peut dire qu'une roche sédimentaire se forme par la compaction de sédiments sous l'effet du poids des sédiments qui se déposent au-dessus. Donc quand vous avez des sédiments qui vont se déposer au fond d'une rivière, d'autres vont se déposer par-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc ceux qui se retrouvent au-dessous vont se retrouver compactés, compressés par ceux qui sont venus se déposer au-dessus. Et donc à force de se compacter, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qu'il y a entre les différents grains va se retrouver éjectée, et donc on va avoir une déshydratation. Donc suite à cette compaction et cette déshydratation, la roche, enfin toutes les petites particules qui se sont déposées vont former quelque chose de beaucoup plus cohérent, d'uni, une roche. Donc de grains de sable meubles, c'est-à-dire indépendants les uns des autres, on va former un bloc cohérent, où les grains ne seront plus indépendants les uns des autres. Et ce système, ce phénomène de compaction-déshydratation, c'est ce que l'on appelle la diagenèse, que l'on notera à l'issue de cette correction dans le bilan. Alors vous aviez des petites expériences à proposer, donc pour montrer cette compaction, on pouvait mettre au fond d'un verre de l'eau et du sable, et puis compacter avec un deuxième verre à l'intérieur, ou du marc de café, ça marche très bien puisque c'est humide. Pour montrer la cimentation, on peut voir qu'on ne forme pas le même ciment si l'eau était salée au départ ou l'eau était douce. Voilà simplement ce que je voulais vous montrer. Et donc répondre brièvement à la problématique initiale qui était montrer ce qu'est une roche sédimentaire et comment elle se forme. Donc j'ai tout noté ici. Une roche sédimentaire est formée à partir de débris issus de l'altération de roches préexistantes ayant été érodées. Ces débris vont se déposer dans un milieu aquatique, donc il faut absolument un milieu aquatique, et se retrouver compactés sous l'effet du poids de nouveaux sédiments se déposant dessus. Avec le temps et l'enfouissement en profondeur, cela formera des roches sédimentaires. Chose que j'ai notée donc dans la leçon ici, le premier bilan. Il existe donc une diversité des roches sédimentaires détritiques, conglomérats, grès et pélites, donc à retenir, en fonction de la nature des dépôts, donc c'est-à-dire des grains qui les composent. Les roches formées dépendent des apports et du milieu de sédimentation, c'est-à-dire qu'en fonction des grains qui vont se déposer, on ne formera pas la même roche. Ces roches sont formées par compaction, perte d'eau liée à l'enfouissement et cimentation des dépôts sédimentaires suite à l'enfouissement en profondeur. On appelle ce phénomène la diagenèse. Donc il y a deux étapes, l'étape de compaction, déshydratation, puis l'étape de cimentation. Voilà. Voilà ce que vous avez à retenir pour ce TP. Hop. Donc ensuite, il y avait une deuxième activité donc, correspondant au grand 2 sur la reconstitution d'un paléo-environnement. Donc ce grand 2, il est là pour vous expliquer, hop, si je reprends, voilà, ici. Par contre, je devais avoir ma correction qui est là. Voilà. Hop. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez être capable que vous devez savoir faire, c'est reconstituer à partir d'un certain nombre d'indices l'environnement qu'il régnait à un endroit précis. On s'intéresse ici à la zone des Mossons, dans le Valais suisse, puisque c'est une zone, donc aujourd'hui on a des glaciers, etc., mais on retrouve pas mal d'indices sur l'environnement du passé. Quand on veut reconstituer un paléo-environnement, on utilise le principe d'actualisme. C'est-à-dire que lorsque des formes sédimentaires, des roches se sont formées dans le passé, eh bien on regarde comment elles se forment actuellement et il y a de grandes chances qu'il se soit passé la même chose avant. D'accord? Donc si on observe par exemple des roches qui aujourd'hui se forment dans un milieu chaud, et ben ça veut dire que si on les retrouve là-bas, ça veut dire qu'elles se sont formées à l'époque, il devait y faire un milieu, et il devait y avoir une température chaude. Voilà, c'est ça le principe d'actualisme.
Donc tout d'abord, vous aviez à relever un petit peu les indices que l'on retrouvait là-bas. Donc les indices sur place, on a présence d'empreintes d'animaux. Donc les empreintes, vous les avez ici. Donc ce sont des empreintes d'archosaures, ok, donc pas tout à fait des dinosaures, mais proches. On y retrouve des rides de courant, voilà, donc des roches qui forment des espèces de vagues, un peu comme des dunes, mais ça, tout ça, faut bien voir que c'est solide, c'est de la roche. Et on retrouve des fentes de dessiccation, ici à droite. Lorsque on va comparer aujourd'hui, actuellement, où est-ce que se forment ces fentes de dessiccation et ces rides de courant, et ben on peut interpréter la chose suivante. Vous voyez que les fentes de dessiccation, on les retrouve aujourd'hui dans des milieux où il y a de l'argile et des milieux secs, où l'eau est partie sous l'effet de la chaleur, elle s'est évaporée ou elle est allée en profondeur, et donc ça forme exactement les mêmes choses qu'on retrouve à Émosson. Pareil, les rides de courant, où est-ce qu'on les trouve aujourd'hui? On les retrouve dans des milieux aquatiques peu profonds, où il y a du courant et où le fond est constitué de sable. Donc si on retrouve ça aujourd'hui dans des milieux comme ça, et qu'on a retrouvé ça à Émosson, l'interprétation que l'on peut faire, c'est que avant, à Émosson, il y avait un milieu aquatique, justifié par la présence de rides de courant, où se déposaient des sédiments de petite taille, des sables, d'accord, pour former des grès et des pélites, qui sont les deux roches que l'on a retrouvées ici. Je ne sais pas si vous avez vu la légende, mais pélites et grès, donc des roches constituées de sable fin. Et ce milieu aquatique est peu profond car l'eau a pu s'évaporer. Vous arrivez plus facilement à faire évaporer de l'eau lorsqu'il n'y en a pas beaucoup que lorsqu'il y en a beaucoup. Vous arrivez à faire assécher un lac, mais pas une mer. D'accord? Donc on peut penser qu'à Émosson, il y avait un milieu aquatique peu profond, avec du sable et de l'argile, et que pendant des périodes chaudes, l'eau qui arrivait à être totalement évaporée faisait qu'on pouvait retrouver des fentes de dessiccation. Le milieu était peu profond, ce qui justifie la présence des empreintes d'animaux, puisque ce sont des animaux terrestres, des empreintes d'animaux terrestres qui ne savent pas nager, donc qui ont pu passer dans ces sables et ces argiles, qui ont pu épouser exactement la forme du pied de l'animal, et donc il y avait peu d'eau. Et donc, après on vous demandait de justifier pourquoi les scientifiques ont peint cette représentation de la zone d'Émosson, qui aujourd'hui, je vous le répète, est proche d'un glacier. D'accord? Eh bien, nous obtenons la chose suivante. Donc, on a pu dessiner des rides de courant, puisqu'on en a observé sur place. On a pu dessiner des fentes de dessiccation, donc euh, émergées, donc en dehors de l'eau. D'accord? L'eau s'est évaporée. Ici, les rides de courant, on les fait sous l'eau, puisqu'il faut qu'il y ait un peu de courant pour les former. Et on a pu dessiner un animal qui marche ici pour justifier la présence des empreintes. Donc voilà comment on peut reconstituer un paléo-environnement. Dans la leçon, je resterai très simple. L'observation des processus actuels permet de caractériser des mécanismes s'étant produits dans le passé, c'est le principe d'actualisme, donc ça c'est le plus important à retenir. La connaissance de l'origine de la diversité des roches sédimentaires et l'utilisation de l'actualisme permettent aux géologues de reconstituer des paléo-environnements en étudiant des roches sédimentaires d'une région. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir de ça. Du coup, ce chapitre est traité en une séance, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le schéma bilan à retenir est le suivant, d'accord, avec les différentes étapes pour former une roche sédimentaire. Le vocabulaire du chapitre à retenir et la fiche de révision, même si je ne peux pas vous évaluer, je vous évaluerai certainement à la rentrée, mais on en discutera avant ensemble, de ce qu'il faut savoir faire et connaître dans ce chapitre. Donc là, expliquer ce qu'est la diagenèse et pas le diagenèse, c'est une erreur de ma part, et ici il y a une faute de frappe. Voilà. Donc voilà pour ce chapitre. Ensuite, on passe à la suite. Donc après ce paléo-environnement, on passe à la deuxième partie de ce chapitre sur les agrosystèmes et le développement durable. Alors dans cette partie, il n'y a qu'un seul chapitre, donc je ne l'ai pas divisé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de premier chapitre. Je vous recopierai chez vous l'introduction, la problématique, le titre de la partie 2, bien sûr, le grand 1, et je vais vous décrire ce que vous avez à faire. Cette semaine, vous allez faire le grand 1 sur l'étude des agrosystèmes, définition, fonctionnement et diversité, et je vous expliquerai la semaine prochaine pour la correction, le bilan qui va avec. Donc si je reprends
l'activité que vous avez à faire pour aujourd'hui. Elle est la suivante, donc je vais agrandir l'écran, voilà, très bien. Donc c'est pas bien, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce sont des choses relativement simples, des documents à étudier et des vidéos à regarder. Donc premièrement, définition de ce qu'est un agrosystème et le différencier de ce que c'est un écosystème. Donc on avait vu au début de l'année un écosystème, ce que c'est. C'est un environnement caractérisé par des conditions physiques et chimiques qui lui sont propres et par les êtres vivants qui y vivent, le tout étant en interaction les uns avec les autres. Donc ça, c'est un écosystème. Donc le but ici, c'est de voir ce qu'est un agrosystème et de le comparer à un écosystème. Donc vous regarderez la vidéo que vous retrouverez avec ce lien. Vous devrez, dans votre livre, premièrement, chercher la définition de biomasse, pour bien comprendre à quoi ça correspond, pour bien comprendre la vidéo. Et ensuite, à partir de la vidéo, vous devrez compléter ce document. Les termes sont ici en gras, donc il y a juste à les remettre dans les cases. Vous devrez à partir de la vidéo expliquer ce document, qui est une pyramide de biomasse, d'accord, expliquer pourquoi l'énergie est perdue d'un niveau à un autre, j'en dis pas plus, et faire un tableau comparatif de ce qu'est un écosystème et un agrosystème. Et compléter le schéma suivant, donc il y a juste une case à compléter et donner le rôle d'un agrosystème. Ensuite, à partir du livre, vous devrez dans un tableau lister les intrants que l'on a mis dans un champ de maïs. Donc sur le document, vous comprendrez très vite ce que sont les intrants. Donc il faudra me les lister et me dire le rôle de chaque intrant. Donc le document, vous l'avez dans le livre. Je vous l'ai mis aussi en pièce jointe dans le cahier de texte de Pronote pour ceux qui n'auraient pas de livre. Ensuite, à partir d'un autre document, indiquer les types d'engrais utilisés par l'agriculteur dans ce document et pourquoi il doit apporter des engrais. Et à la fin, vous avez un petit jeu à faire sur Internet, un petit jeu qui vous permettra de mener une culture pendant plusieurs années. Donc le jeu se fait sur 40 ans, mais vous pourrez répondre à ma question au bout de 5 ans. Après, vous pourrez vous amuser à le faire 40 ans, mais c'est pas forcément obligatoire, pour me dire à quel problème peut être confronté un agriculteur. Donc voilà, pour définir un agrosystème et le comparer à un écosystème, et ensuite une deuxième partie où vous allez étudier la diversité des agrosystèmes. Il y en a plein de différents, donc vous avez déjà des documents à étudier dans les livres et me lister les types d'agrosystèmes qui peuvent exister et à quoi ils servent, pourquoi l'homme les utilise. Et ensuite vous avez une vidéo sur la pisciculture de Thonon, donc je réponds un petit peu à la première question, qui est un agrosystème particulier, d'accord? Donc il faudra me dire où elle se trouve, son rôle, l'intérêt et les différentes étapes d'élevage et la durée d'élevage de différents poissons élevés dans cette pisciculture. Et enfin, comparer une dernière question pour comparer deux types d'agriculture présentés dans les documents, l'agriculture extensive et intensive. Ça va être très rapide puisqu'on l'avait déjà fait sur une précédente séance, sur le rôle de l'homme sur la biodiversité, donc là ça devrait pas vous prendre beaucoup de temps. Voilà, donc dans la vidéo de la semaine prochaine, je corrigerai ce travail et vous présenterai le travail de la séance suivante. Voilà, bon courage à vous, j'espère que tout va bien et à très bientôt.